Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit et ce soir je suis à nouveau avec Dominique Farigou. Bonsoir Dominique. Eh bien, bonsoir Damien, content de vous retrouver. Et on se retrouve effectivement quasiment presque un an après notre dernière émission sur la bête du Gévaudan. Je crois que ça fait un an au moins. Oh, je vais pas dire de bêtises, c'était, oui, vers le 15 mars ou le 20 mars dernier. Voilà, Ah oui, donc un peu moins d'un an, effectivement. Ouais. un peu mon nom. Ok. Et donc, après la bête du Gévaudan, nous voilà ce soir partis sur les traces d'une étrange créature que l'on peut trouver également dans les campagnes françaises Mm. et qui s'appelle la vouivre. On va parler un petit peu de cette légende et on va parler également de votre livre, donc La parure de la vouivre qui est ici. Mais alors, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Parce que la bête du Gévaudan, la vouivre, bon, c'est quand même des légendes, des histoires de la campagne française. C'est quelque chose qui vous passionne, ça, ce genre de sujet? Ah bah personnellement, donc de toute façon, je suis issu du milieu rural, donc j'en connais un petit peu les us, les coutumes, et puis l'aspect païen, un petit peu les croyances qui s'en dégagent. Chez moi en Creuse, non, on parle peu de la vouivre, c'est quand on se rapproche du Berry. Alors la vouivre, qu'est-ce que c'est en réalité? Eh bien, la vouivre, en définitive, il s'agit en fait, vous savez, sous la Terre circule quantité d'énergie tellurique. Ce sont des énergies qui serpentent et qui peuvent être fécondées par des énergies cosmiques. Alors là, vous allez me dire, mais en plein ésotérisme, mais non, pas tout à fait. Parce que si vous prenez, il existe encore des gens, ce qu'on appelle des sorciers et non pas des sourciers. Ce sont des gens qui prennent une baguette de noisetier, avec une fourche, et qui cherchent les sources comme ça. Ils essaient de trouver les sources avec la baguette, et en effet, pour l'avoir vu, entendu dire également, quand on est sur la source, qui peuvent être des sources guérisseuses, la baguette s'agit toute seule. Et si on creuse, on va dégager une source. Voilà. Donc, Mhm. les vouivres, ce sont ni plus ni moins des énergies telluriques, donc qui circulent sous la terre et qui donnent même leur couleur aux différents terroirs de la France et d'ailleurs. Voilà. Mais comme en effet, l'une des choses qui différencie, l'homme de l'animal, c'est que l'homme a un fort pouvoir de représentation. Donc, quand il ne connaît pas quelque chose, il essaie d'y placer une image. Et c'est ainsi que la vouivre, bon, ces forces qui serpentent, on les a un petit peu associées justement à des serpents, mais également à des dragons, parce que en différentes régions de France, notamment dans le Jura, alors la vouivre, c'est ni plus ni moins une espèce de monstre qui a des ailes de chauve-souris, un corps de serpent, qui n'a que les pattes avant d'ailleurs, et elle porte un bijou, une escarboucle à son fond, et c'est ce qui rend ce phénomène immortel. Et dans le Jura, en effet, dans les Vosges, il en est toujours fort question. Alors que sur des terres comme le Berry, dont je me rapproche, euh, il s'agit en fait d'un énorme serpent qui arpente les berges des étangs et donc qui lui aussi dispose de cette escarboucle sur le fond, c'est un diamant. Et donc, si on s'en approche, apparemment, ce bijou, c'est l'immortalité, c'est l'éternité quelque part. Et même malheur à ceux qui s'en approchent. Et puis c'est très très vieux, c'est depuis la vouivre, c'est un fait, c'est quelque chose qui est apparu au XIe siècle. On en parle D'accord. depuis le XIe siècle, tout de même. Et il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Par exemple, bon, plus proche de nous, en 1947, je crois. Donc c'est Vincenot qui a écrit. Alors je veux pas dire de bêtises, je veux pas mélanger les deux. Henri Vincenot, c'est le Pape des escargots qu'il a écrit. Alors, dans l'histoire, le Pape des escargots, c'est quelqu'un qui se promène dans les chemins vagabonds et qui croise un autre vagabond très jeune qui est un sculpteur. Ils font de la sculpture ensemble et ils arpentent ce qu'ils appellent les chemins de la vouivre. Alors, Mhm. c'est-à-dire des lignes telluriques, voilà, qu'eux savent détecter. Et puis, il y a un autre roman qui est celui de Marcel Aimé qui s'appelle La Vouivre.
Mmh. dont a été tiré un très beau film qui date de 1989, qui a été réalisé par George Wilson, avec dans le rôle principal son fils, Lambert Wilson, dans lequel apparaît également Jean Carmé, et je ne sais pas le nom de l'actrice qui incarne la vouivre. Alors c'est une très très belle femme qui se promène le long des étangs. Alors ça a été tourné justement dans la Brenne, c'est-à-dire dans le Berry, et où il y a D'accord. énormément d'étangs, de marécages. Et donc en effet, cette jeune femme se promène nue le long des étangs. Et elle n'a pas un bijou au milieu du front, elle a simplement un collier avec une petite, avec ce fameux bijou qui est de couleur bleue intense. Et de temps en temps, elle le pose sur la berge et elle se promène nue. Donc évidemment, les hommes qui passent ont tendance à vouloir déjà la voir parce qu'elle est une très très belle plastique et à vouloir s'emparer du bijou. Et alors là, dans le film, c'est extraordinaire parce qu'on voit toutes les vipères qui arrivent et ils se font dévorer par les vipères. Voilà. Mmh. Donc, il y a tout un tas de symboles et de légendes autour de la vouivre. Notamment, si vous regardez le logo, l'enseigne d'Alfa Romeo, vous pourrez voir que c'est la vouivre qui est représentée, le serpent qui est là, qui recrache un bébé. Euh, parce D'accord. parce que justement la vouivre également a ce pouvoir, c'est de d'avaler certains êtres et de les régénérer. Bon voilà, Mmh. c'est toute une symbolique. Je crois que c'est un certain Visconti en Italie donc qui avait combattu les Sarrasins et il avait tué le chef des Sarrasins et donc euh, il avait pris cet emblème, c'est-à-dire le serpent qui avale un enfant et c'est comme ça qu'il est devenu je crois l'un des symboles forts de la ville de Milan, de l'Inter de Milan également du club sportif et puis qu'il apparaît sur le logo des voitures Alfa Romeo. Voilà. Et là, vous parliez du film donc où elle est représentée sous la forme d'une femme, mais en fait, la vouivre a la capacité comme ça de changer de forme en fait, ou c'est juste pour le film qu'elle a été mise de façon humaine, représentée de façon humaine? Que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un phénomène de représentation. Donc on peut la Mmh. représenter comme on veut. Dans les Vosges, dans le Jura, en effet, c'est un dragon. Si vous allez à Tarascon, la Tarasque, eh ben c'est l'une des vouivres également. Il y a quantité de bon, il y a également Saint-Michel qui terrasse le dragon. Le dragon. Mmh. Le dragon, c'est la vouivre. Et tant qu'il voilà, faut arriver à certains disent bon voilà dans l'histoire, il faut arriver à terrasser le dragon parce que le dragon, c'est quoi? Ben, ce sont justement des énergies qu'il faut arriver à maîtriser, sinon ces énergies vous dévorent elles-mêmes. C'est ça, la symbolique de Mmh. la vouivre. Voilà. Donc c'est D'accord. très très vieux, c'est très ancien et on peut la traduire en effet de différentes manières, hein. Je pourrais la Mmh. traduire en peinture, c'est d'ailleurs, je pense, ce que je vais faire. Voilà. Il y a quantité de possibilités, c'est qu'il y a un sujet qui reste complètement ouvert et en fait très très riche en symboles, très très riche de symboles. Et par contre, oui, ça c'est sûr qu'en effet, sous la terre, il existe quantité de lignes comme ça. Et ce que je vous ai raconté par rapport aux sources, il y a encore des gens qui pratiquent de cette façon pour détecter des sources ensuite qui deviennent justement des sources guérisseuses. Et puis même les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, a priori, comme ceux de Saint-Roch, qui guérissaient la peste, empruntent ces fameuses lignes souterraines. Et c'est comme ça qu'en Bretagne, par exemple, il y a des mégalithes qui sont installés à certains endroits. Il y a également des églises, l'église des dragons, je me rappelle plus où elle est exactement. Enfin, il y a, si vous regardez sur les chapiteaux des églises, il y a justement, la vouivre apparaît en certains lieux, mais personne ne sait de quoi il s'agit exactement. C'est aussi le reflet des campagnes. C'est aussi le Mmh. reflet de quelque chose qui est en train de se perdre, justement, dont on parle très peu, mais bon, des légendes comme celle-ci, il y en a plein. Quand on a évoqué la bête du Gévaudan, c'est complètement différent, parce que la bête du Gévaudan, ce n'est A pas une légende, existé. Oui, c'est c'est ça. une histoire tragique. Voilà.
Et alors, pour revenir à cette vouivre, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à disparaître. Ben, c'est un petit peu comme toutes les histoires du terroir. C'est un petit peu ce que disait Daniel Dumentier à mon sujet en disant que, ouais, ce que je racontais, ça évoquait un peu les soirées d'antan où on se racontait des histoires au- près de la cheminée, quoi. Donc, en effet, ce sont des choses des légendes, des histoires qui se perdent avec le temps, voilà. Et je pense que c'est intéressant de les retrouver, justement. L'art, tout ce qui est artistique, permet justement d'imaginer, hein, et puisque Mmh. voilà, depuis, en effet, même la religion, on imagine, voilà. L'homme a besoin de se créer des images, des représentations. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a peut-être un retour justement, vers ce genre de choses ou pas? Parce que j'ai l'impression que sur internet, il y a une recrudescence justement de certaines croyances envers, des créatures, que ce soit des cryptides ou même des histoires de fantômes, des choses comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est des choses qui ont tendance à revenir aujourd'hui, comme si on recherchait un petit peu, un lien vers le fantastique, je sais pas comment expliquer, vraiment ça. Ah bah, je pense que tout cela fait partie de votre univers, Damien, déjà d'une part. Donc, c'est quelque chose que vous abordez à travers vos écrits même, quelque part. Mais bon, tout ça pour vous dire, oui, vous me disiez, ce sont des choses qui disparaissent. Ben non, si on regarde un petit peu, ne serait-ce, je vais revenir sur la bête du Gévaudan, mais le pacte des loups, on a voulu se la jouer à l'américaine un petit peu, avec quantité d'effets spéciaux, voilà. On l'a remise au goût du jour, voilà. Mmh. Donc, Mmh. ce ne sont pas des choses qui se perdent forcément. Mais dans la tradition orale, dans les campagnes, oui, c'est quelque chose qui est en train, à mon avis, de, de disparaître. Mais il existe toujours comme je vous l'ai dit, des sourciers, c'est-à-dire des gens qui recherchent des sources, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce phénomène, donc la baguette, voilà, Alors ça, comme ça. ouais, mais alors ça, j'ai toujours eu, un petit peu de mal à y croire et ça a été vraiment, validé. Demander si, en fait, il y avait pas une analyse, par exemple, du terrain avant et peut-être que certaines plantes, certains végétaux poussent évidemment sur des endroits où il va y avoir de l'eau en dessous et enfin, il y a je sais pas, C'est-à-dire qu'on moi, va pas les je chercher on va pas les chercher en plein désert, ça c'est sûr. On est orienté par un terrain, mais faut-il encore trouver la source et la source, elle peut même se trouver sur une colline, c'est pas bien sûr. Donc, mais alors que ce soit un fait qui a été validé, ça je ne pense pas. En tout cas, mmh, moi j'ai connu au moins une personne qui savait très bien le faire. Et mmh, puis, il y a des lieux aussi. Alors aussi, des lieux, moi, je peux vous en citer un, ça s'appelle les Pierres Jaumâtres, c'est en Creuse. Ce sont d'énormes rochers. On dirait qu'une mer s'est retirée. Ce qui a dû être le cas, d'ailleurs, hein. Et ça d'accord. laisse des amas de pierres qui sont en équilibre. Et donc, en effet, on dit qu'à cet endroit, on conseillait autrefois, à la veille d'un examen, tel le certificat d'études, on conseillait aux jeunes gens d'aller se ressourcer sur les pierres parce qu'elles étaient chargées par quelque chose. Voilà. De même, au pied d'un arbre, non loin, à Toul-Sainte-Croix, c'est un lieu qui a été visité, sur lequel est écrit George Sand d'ailleurs. Et en effet, bon, quelqu'un m'a raconté que la Vierge était apparue à plusieurs reprises. Voilà. Donc, alors là, c'est pas des petites bêtes, on rentre dans un caractère plus religieux, mais bon, voilà, il y a différentes choses comme ça, hein, suffit de fouiller un peu. Personnellement, en ce qui concerne la vouivre, moi, je l'ai utilisé dans mon narratif, dans le scénario, je l'ai utilisé en toile de fond. Ah, voilà, Mmh. c'est pas le fin fond de l'histoire. Disons que je me suis imprégné justement de cette histoire de la vouivre pour intégrer un personnage qui est issu du Berry et qui, lui, euh, c'est quelqu'un voilà, c'est un garçon de ferme, hein, donc je veux dire, il n'a pas une grande éducation, mais il croit à ces choses-là et ça va l'entraîner dans tout un tas d'histoires, de fantasmes, bon, dont parle le roman, voilà. Et d'ailleurs, dans votre roman, où il y a un autre phénomène qui est abordé, c'est celui des autocombustions. Alors ça, c'est assez effrayant, je trouve. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? L'autocombustion, ben, c'est quelque chose qui apparemment c'est avéré, hein, donc il y a des personnes, il est arrivé à des personnes, ce sont des cas très très rares, de
de se brûler elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles vont brûler d'elles-mêmes à l'intérieur de leur corps. Mmh. Voilà. Et ce qu'il en reste, c'est les extrémités des membres supérieurs, inférieurs, qui sont moins touchés. C'est bon, si on se renseigne un petit peu dans des archives, en effet, c'est quelque chose qui s'est produit, qui a existé donc et qui existe. Mais ce sont des cas très très rares et j'avais entendu parler d'un couple, moi, c'est comme ça que j'avais tendu l'oreille, un couple qui avait été retrouvé dans une chaumière. Alors, ce sont des gens qui buvaient beaucoup. Alors on dit que justement l'alcool peut agir vous savez, on a tous fait de matière, de matériaux qu'on trouve dans n'importe où dans la nature, et il se Oui. peut en effet qu'il y ait des petites particules métalliques à l'intérieur de nos corps qui peuvent arriver à se frotter et produire une étincelle qui va consumer les différents organes. Apparemment, c'est quelque chose qui se passe très très vite et qui agit très très rapidement et les personnes se consument comme ça. Il y a une personne qui est rescapée, d'après ce que j'avais lu, voilà, d'une autocombustion. Voilà. OK. Combustion, le terme c'est combustion spontanée, mais c'est quelque chose qui peut se produire. Euh, c'est un petit peu comme une mèche qui va brûler gentiment comme ça. Et vraisemblablement, l'alcool peut aider ce type de phénomène. Bon. Ouais. Ouais, moi, j'avais déjà vu effectivement, ouais, des photos et autres de combustion spontanée où on voyait que les vêtements n'étaient pas touchés, c'est vraiment le corps lui-même. La personne va brûler de l'intérieur. Et il va rester des graisses, voilà, tout ça. Et sinon, pour revenir un petit peu sur le sujet de la vouivre, au moment où vous aviez écrit votre livre, comment ça se fait que vous aviez justement choisi d'utiliser cette légende en toile de fond? C'est quelque chose dont vous aviez entendu parler déjà il y a très longtemps, qui vous avait marqué? Quelle a été la première approche avec cette histoire de vouivre? Bon, déjà, il s'agit d'un roman à caractère social qui évoque la société rurale dans les années 60, 1970, avec des personnages hauts en couleur. Et puis, il y avait à l'époque justement des petites gens, ce qu'on appelle le petit gens, qui étaient des employés agricoles, hein, qui travaillaient dans des fermes, qui dormaient dans la paille le plus souvent. Et ces pauvres gars, je veux dire, d'abord, ils se vendaient à une foire qui s'appelait la foire de la Loue, c'est-à-dire qu'au mois de février, mars, juste avant le printemps, ils allaient se louer il y avait une foire et un marché, ils étaient là et donc les propriétaires en engageaient certains. Et j'avais envie de parler de ces gens-là, qui sont des personnages atypiques. Hein, je veux dire, si vous avez lu le livre, il y a une galerie de portraits un chapitre qui s'appelle Galerie de portraits, où vraiment c'est pas triste parce que, en effet, bon, ils ont des surnoms. Le principal, là, c'est Bookie. Euh, L'autre s'appelle Thompson, mais il n'a jamais été anglais. C'est simplement parce qu'un jour il est tombé dans une fosse à purin, il est ressorti tout crotté, donc du crotté Thompson. On l'a appelé Thompson. Euh, euh, et puis, bon, même le personnage central, moi, je me suis appuyé sur des personnes que j'ai connues. Hein, je veux dire, j'ai décrit des gens tout à fait particuliers ouais, celui-ci, il avait vraiment un visage de faune, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Hein, c'est-à-dire les oreilles très pointues, des pommettes saillantes, rouges, des yeux bleus acier, d'où on aurait pu voir partir des orages. Bon, c'était vraiment des gens qui auraient pu faire carrière dans le cinéma, hein, pour certains. Et Mmh. malheureusement, ces gens-là, mis à part, je pense que leur seul plaisir, c'était l'alcool, parce que donc dès qu'ils avaient quelques sous, ils allaient les dépenser au bistrot du coin où ils amusaient la galerie, hein, avec leurs histoires. Donc, je me suis appuyé pour faire une peinture de ce monde rural avec ces personnages, parmi lesquels apparaît justement celui qui s'appelle Jean Signolet et que l'on appelle Bouki, parce que justement, à raison de cette tête de faune, il ressemble à un petit bouc. Et donc, j'en ai fait le personnage central auquel il va arriver beaucoup de mes aventures, et lui est du Berry.
Et il Mmh. croit justement à la vouivre qu'on appelle la gargelle dans le Berry, parce qu'elle a plusieurs noms. Il y a la guivre, la gargelle, etc. Et donc lui croit à il croit fort à cette légende. Et à tel point qu'il la voit, hein, peut-être quand il a bu, je sais pas. En tout cas, il va raconter ça au bistrot du coin. Alors vous imaginez un petit peu, hein, lorsqu'il raconte un soir, c'était après le 11 novembre, il traversait en mobilette une petite forêt. Et sur la route, la neige commençait à tomber. Il a vu une femme vêtue d'une peau d'hermine blanche, avec, alors l'hermine, elle a le bout de la queue comme un pinceau noir. Et Mmh. derrière, elle a traversé la route et derrière, il y avait une mère sanglier avec ses deux petits qui la suivaient. Voilà. Il a vu ça, il était raconté ça au bistrot du coin et comme il y a eu une disparition quelques années plus tard d'une petite fille, il a dit, ben oui, mais en effet, dont les parents avaient été dévorés par des vipères, justement, dans le livre. Je ne veux pas tout Mmh. raconter, mais c'est l'histoire. Eh bien, il s'est dit, voilà, là, je l'ai vu, hein, c'est la Vouivre, c'est la Gargenne, elle meurt pas. Les parents, eh ben, c'est elle qui a amené les vipères. Elle y peut rien, elle est comme ça. Bon, voilà, elle se transforme. Et bon, ensuite, on enchaîne un petit peu. Mais là, peut-être que je m'égare un petit peu à travers, parce que je n'ai pas véritablement répondu à votre question. Si on voit la couverture du livre en question, on peut voir qu'il y a, en effet, je sais pas si on voit bien à l'écran, hein, en effet, il y a un chêne qui avance sur l'eau, une Ah barque oui. Lévy, dans lequel il va apercevoir également la Vouivre en train de se faire bronzer nu un jour. Voilà. Et donc, c'est une image que je connais parce que bon, c'est un lieu que j'ai fréquenté quand j'étais gosse, que je connais très très bien, et donc qui appartient aujourd'hui à des amis. Et je sais pas, j'ai vu cette photo et je me suis dit, ah ouais, il faut que j'écrive un truc là-dessus. C'est comme ça qu'est sortie l'idée du livre. Et, et là, quand j'ai vu la barque, je me suis dit, bah ouais, ce serait marrant qu'on fasse le lien avec quelque chose de surnaturel. Vous me parliez tout à l'heure hein, du Berry, justement, hein, et donc on peut évoquer ce que l'on appelle la vallée noire. Mmh. Et George Sand parlait très très bien, en effet, de toutes ces croyances, de toute cette sorcellerie. Le Berry, oui, c'est quand même un endroit très très particulier. Bon, il y a des lieux, je vous ai évoqué tout à l'heure les pierres jaumâtres et puis tout le Sainte-Croix, ce sont des lieux qui se rapprochent. On est à la frontière entre l'ancienne province de la Marche et celle du Berry. Mmh. Et c'est vrai que je vous assure que sont des lieux tout à fait particuliers et chargés. D'accord. On ressent quelque chose. Oui, les pierres jaumâtres, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant que tous les Creusois connaissent d'ailleurs. Et tout le Sainte-Croix, ce village est vraiment très très particulier aussi. Il y a une atmosphère dont parle George Sand. Elle a écrit d'ailleurs son roman qui s'appelle Jeanne à Toul Sainte-Croix et elle en fait une peinture qui n'est pas reluisante parce qu'elle dit que c'est un endroit un peu sinistre. Bon, c'est un endroit qui est c'est un, vraisemblablement, c'est un oppidum et c'était une grande ville. Et tout, alors, bon, les historiens vous diront vous diront le contraire, mais ce qui est curieux, c'est que tout autour, c'est une petite montagne, on est à 650 mètres, et donc tout autour, ce village est entouré de rochers, mais de rochers énormes, un fracas de rochers qui fait une hauteur pas possible. Donc, certains ont écrit qu'en effet, il s'agissait d'une enceinte avec des murs qui faisaient 12 mètres de large et qui se serait effondré par la suite, voilà. Mais en effet, il est fort possible que c'était de toute façon que c'était une place forte, voilà. Le D'accord. pont de la Gaule. D'ailleurs, bon, je peux glisser une anecdote par rapport à ça, puisque en effet, les Gaulois gardaient des buts, hein. Ils étaient Mmh. d'excellents gardiens de but. C'est d'ailleurs pour ça que la France s'appelait la Gaule. Bon, bon, voilà, c'est gentil. Mais non, mais c'est bien de trouver Pour des dédramatiser un petit peu, parce que non, voilà. mais du coup, cet endroit-là dont vous parlez, ça a été,
au niveau archéologique, etc., on y a retrouvé des choses? Ça a Ah été oui, validé? oui, Oui, d'accord, ok. puisque c'est un lieu qui a été investi par les Romains beaucoup plus tard, et il y a toujours des fouilles qui sont en cours. Il y a des chantiers régulièrement l'été. On voit qu'en effet, il y avait c'est un endroit où il y avait des villas. On voit les endroits où il y avait d'anciennes piscines. Hmm. Oui, c'est un lieu très très riche, très chargé. C'est un endroit où justement il y a le père de Michel Rocard avait fait construire alors je me rappelle plus du temps du terme exact, un sismographe, je crois. Non, Ouais. peut-être que je me trompe, hein. En tout cas, il y a une station. Alors il y a une station relais télévision, et il y a donc en effet c'est une sorte de petite maison qui est à l'intérieur de laquelle on enregistre toutes les vibrations qui se propagent sous terre, même loin d'ici. C'est pour ça, tout à l'heure, j'évoquais les forces telluriques. Voilà. Hmm. Et je sais qu'on peut même recevoir, enfin percevoir des vibrations qui sont au niveau du rein. Alors, c'est pour vous dire, hein, ça fait tout de même une Ah ouais, distance. Ouais. d'accord. Et donc, il y a là, en effet, alors, c'est un curé qui a eu cette idée parce que c'est vraiment perché. Il a fait construire quelque chose qui ressemble à un phare. Il y a une tour qui est très haute, hein, je vous dirai pas la hauteur. On monte par un escalier tournant aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un endroit très touristique. Et donc, d'en haut, on sort en haut, c'est vraiment un phare, hein. Mais on voit 7 départements. On voit à perte de vue comme ça, et on voit très bien il y a 7 départements, donc ça fait une énorme table d'orientation tout en haut, voilà. Oh oui, je crois que c'est Hmm. un sismographe qui avait fait installer le père de Michel Rocard, il y a d'ailleurs son nom qui apparaît, hein, et qui enregistre ces vibrations terrestres. Donc, moi, il m'est arrivé une histoire bizarre. Alors, je sais pas si je peux la raconter. Ah oui, oui, bah moi je suis friand de ça. Il Je m'est veux. arrivé une histoire très curieuse là-bas. Parce que bon, alors c'est un lieu que j'aime bien et qui est très touristique. Donc à une époque, je faisais beaucoup d'expositions, et en général, je passais mon été à vendre de l'aquarelle un peu à l'emporte-pièce. Et donc j'exposais dans une mairie avec pas une mairie, qu'est-ce que je dis, c'est une ancienne, je me rappelle plus ce que c'était, enfin une salle qui faisait office de salle des fêtes en quelque sorte, Mhm. avec d'autres peintres. Et donc j'étais chargé le soir quand j'ai fait l'installation des projecteurs, etc., j'étais chargé de remettre la clé à la mairie, qui se situait, donc la mairie et l'école, comme à beaucoup d'endroits, se côtoient. Et donc, je vais remettre le soir, il était tard, je suis un couche tard, il était peut-être 2 heures du matin quand j'ai remis la clé. Et là, ça, je me souviens très très bien, au sol, il y avait un jeu de marelle de pain, un, Ouais. deux, trois soleils, voilà. Et donc, je rentre dans ce couloir. Le lieu est austère, hein. Je rentre dans le couloir, j'accroche la clé, je remonte dans ma voiture. Et là, un bruit de gamelle. Un bruit de gamelle sous ma voiture. Alors, je dis, c'est certainement les gosses du boulanger à côté qui ont voulu me jouer un tour. Je Oui. regarde à l'avant et à l'arrière. Il y avait absolument rien. Alors, je dis peut-être qu'il s'agit d'un de mes enjoliveurs qui se défait. J'ai regardé, j'ai fait le tour de la voiture, rien du tout. Pas d'échappement, absolument rien. Et là, c'était sur le jeu de marraine, hein, que j'étais garé. Et là, je Hmm. démarre, et dès que j'ai eu franchi le portail où s'arrêtait le jeu de marraine, voilà, et plus rien, plus aucun bruit. Ça m'a semblé très, très curieux. Et le lendemain soir, j'ai remis la clé au même endroit. Et le même phénomène s'est produit, c'est-à-dire, on avait l'impression que je traînais quelque chose de métallique sous ma voiture. D'accord. Alors, en réalité, il n'y avait rien. Et puis à la fin de l'expo, c'était au mois de septembre, donc quand je suis recherché, j'étais avec une amie, j'ai dit tiens, on va voir si ça fonctionne. Et donc le soir, j'y suis retourné, ça, non, il s'est rien produit du tout. Et j'ai trouvé ça très très étrange. Alors, est-ce que c'est des phénomènes, euh, je sais pas. C'était assez curieux, hein, je veux dire en tout cas. Très étrange, et d'ailleurs je n'étais pas tranquille parce que je vous dis c'est un lieu qui est très très austère, j'étais jeune, bon voilà.
Ouais, il y avait comme un phénomène en fait qui se produisait potentiellement. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que ça l'a fait 2 fois Mm. et la troisième fois, quand vous étiez pas seul, bah, ça ne l'a pas fait. Non, non, ça ne s'est pas reproduit. J'y suis même retourné depuis. Non, je me suis garé à un endroit. J'avais pas la même voiture, mais bon, non, non, bon, je peux pas. Il y a des choses qui sont assez inexplicables, mais je pense que inexplicables, mais qui peuvent très bien être expliquées par des gens qui sont un peu spécialistes. Voilà. J'ai fait 9 illustrations sur le Grand Môle et elles sont conservées aujourd'hui à la maison école du Grand Môle à Épineuil, le Fleuriel, dans le Cher. Donc on est dans le Mhm. Berry. Et c'est vrai que quelque part, il y a encore beaucoup de croyances, beaucoup de choses comme ça. Hein. Euh, ben ça se passait, ouais, ça se passait probablement après, ouais, un peu après la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, à l'époque, la famille vivait c'est des gens de la famille, hein. Parce que c'est ma mère hein, qui m'a raconté ça, quoi. Et donc ils vivaient ensemble hein, avec les grands-parents, les parents, et ensuite ils ont acheté une maison, mais tout le monde vivait ils étaient domestiques d'un château, Mhm. dans un village, et donc, et ben certaines fois le soir à la veillée, quelqu'un, enfin quelque chose frappait au volet, ils avaient un volet en bois, et donc on ouvrait la porte. Et là, il y avait ou le volet, je sais plus, hein, je peux pas vous dire de bêtises, ou la fenêtre, je sais plus. Et donc là apparaissait une chèvre qui parlait. La chèvre était debout, elle parlait. Alors bon, mais bon, il s'agissait d'un homme. Les gens s'amusaient à se faire peur. Voilà, c'était un homme qui avait une peau de chèvre. Hein. Mais bon, c'était pas un seul homme, il y en avait plusieurs qui s'amusaient à ça, quoi. Il y avait pas aujourd'hui, il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas la télévision, il y avait pas la radio. Donc, en effet, ou bon, très peu avaient la TSF à l'époque. Et donc, en effet, bah, il fallait occuper un petit peu les soirées. Il y avait des veillées, on racontait quantité de choses, on se faisait peur. Ouais. Et puis là, certains, il y avait de bon cœur, quoi. Mais alors, du coup, c'est marrant cette histoire de chef parce que là, ce que vous dites, c'est que ben, on aimait se faire peur. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer justement bah, que toutes ces histoires, par exemple bah, celle du loup-garou ou des choses comme ça, c'est des choses également qui viennent de l'imagination fertile de l'homme pour peut-être, alors soit se faire peur, soit peut-être des fois empêcher, alors je sais pas, les enfants de partir trop loin dans la forêt. Est-ce qu'il n'y avait pas, je sais pas, est-ce comment? Je pense que vous avez la réponse est dans la question, hein. En effet, si il s'agit bon, déjà d'imaginer des choses, donc de distraire en racontant des histoires aux enfants tout en leur faisant peur. C'est comme ça qu'on tient les gens, hein, d'une certaine manière, dans différents domaines encore aujourd'hui, hein. Euh, Mmh. il suffit de faire peur, hein, quelque part, la menace. Donc, et puis voilà, c'est une façon aussi très intéressante de faire travailler l'imaginaire des enfants et des populations, voilà. Hein. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, donc la parure de la Vouivre, voilà, qui est encore disponible. On peut le trouver où celui-ci, Dominique? Sur Amazon, évidemment, mais après peut-être Ouais. Ah bah, il est disponible notamment auprès d'une librairie creusoise. C'est la Maison de la Presse de Guéret. Voilà. Moi, je suis parti de deux faits divers hein, pour écrire ce roman. Deux faits divers D'accord. que j'ai connus. Hein. L'épilogue en parle justement, le raconte et qui sont passés à quoi une quinzaine d'années d'intervalle. Et j'ai été témoin de quelque chose. En effet, j'étais gamin, mais l'histoire le raconte si vous l'avez lu. Et oui, en effet, c'est vrai que j'avais vu un pauvre homme sortir d'un fossé ensanglanté. Et donc, on m'avait pas spécialement cru, les personnes avec qui j'étais. On était en voiture. Et puis, bon, voilà. Donc, le type a disparu. Et bon, je raconte l'histoire un petit peu. Oui, c'est ce qu'on a dans l'introduction du livre, ça, oui, effectivement, le petit garçon dans la voiture. Et Et, et, et ça, donc, vous avez jamais eu d'explication sur cet homme ensanglanté si, j'en ai eu, mais la seule interprétation que j'ai pu en donner, c'est en écrivant en écrivant ce livre quelque part parce que
Après, c'est très confus. D'abord, moi, j'étais très très jeune. Mmh. On a raconté plein de choses. Bon, j'en ai fait l'histoire que j'ai voulu, hein. Je sais que bon, même la jeune fille dont je parle quand je parle du couple au départ et de la petite qui a disparu, je fais allusion à quelqu'un de à différents degrés hein, de ma famille, à une petite Ouais. fille qui était venue se réfugier en Creuse justement parce que les parents étaient, enfin, je me rappelle plus si c'est une mari ou la femme était corse et il y avait eu une histoire, donc la vendetta existait et il vivait à Marseille et la petite fille qui s'appelait André, qui est devenue ingénieur d'ailleurs par la suite, a vu ses parents égorgés devant elle. Hein. Et c'était paru à une émission, Les dossiers de l'écran d'Armand Janot, au début des années 70. Sans Mmh. trop entrer dans le détail, parce qu'après on tombe dans le domaine de la diffamation et voilà. Donc moi, le roman, je l'ai mis à ma sauce. Mais c'est vrai que le personnage de départ, oui, j'avais vu ce type-là sortir d'un bois un après-midi de fête. Ça fait très très bizarre. Et puis je l'ai dit, attendez, attendez, mais j'étais avec mes cousines qui étaient beaucoup plus âgées que moi et donc qui partaient le lendemain. Elles habitaient sur Bayonne, donc elle dit arrête de dire n'importe quoi. J'étais gamin, puis c'est vrai que j'avais tendance à extrapoler pas mal de choses, hein. Mais là, je l'ai bien vu pourtant. Mais voilà, après, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, ils nous ont dit non, c'est un ivrogne qui est tombé dans un fossé. Mais tu vois bien, il est bon, ouais. Mmh. Et Mais en l'histoire, tout cas, c'est ça vous avait marqué quand même. oui, ah oui, 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 parce que je le revois là. Hein, Ouais, ouais, enfin, je revois très bien l'image. ouais, je revois très bien l'image, je revois très bien les faits, puisque voilà. Et Ouais, ouais. voilà. Après, c'est des choses qui se perdent dans le temps, au même titre que les légendes, au même titre Bah oui, c'est ça, ouais. Mmh. C'est que ça. le choses voilà, qui disparaissent petit à petit. Mais enfin bon, voilà, je vous ai quand même parlé de la Creuse, de coins qui me sont chers, de phénomènes. Bon, je dirais pas, oui, c'est à caractère plus ou moins ésotérique. Mmh. Ou du moins magnétique en ce qui concerne ma voiture, hein, parce que pour moi c'était ça. Donc, je pense qu'il y a un truc Mmh. qui s'est fait au niveau du sol à cet endroit, c'est tout. Bah, c'était passionnant en tout cas Hein. de discuter de tout ça avec vous. Et puis bah, on le rappelle, donc la parure de la Vouivre, là, pour tous ceux qui seront intéressés pour se plonger dans cette histoire, et ben n'hésitez pas. Tous les liens seront en description de la vidéo. En tout cas, bah, merci beaucoup Dominique. Et merci, et puis à bientôt. Hein.